Bonsoir. La maison de verre à Trècheville, qui abrite le siège de la Fédération ivoirienne de football, suscite toujours autant d'intérêt. Le feuilleton pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football bat son plein et semble encore très loin de nous livrer son épilogue. Un dernier courrier de la FIFA a annulé les dernières décisions prises par l'instance dirigeante du football ivoirien. Joël Amos Badi, notre invité du jour, est journaliste et consultant sportif. Avec lui, nous reviendrons sur le contenu de l'adresse de la FIFA à la FIF et son incidence sur cette fameuse élection. Sur le terrain politique, Alassane Ouattara a été officiellement investi candidat du RHDP à la prochaine présidentielle. Une candidature qui continue de susciter et de provoquer des mouvements de contestation entraînant parfois des violences dans certaines villes du pays. Les détails tout à l'heure dans le Live Actu. Information, décryptage, débat et analyse. L'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Bon début de semaine à vous, très chers téléspectateurs. Une semaine que nous souhaitons les plus agréables, une semaine que nous souhaitons sous les meilleurs auspices. Et mes chers amis, autour de cette table, vous le souhaitez également. Alors les amis, comment vous avez passé votre week-end? Il était bon? Bien? Quelqu'un m'aurait dit, ça va? Non, il était reposant. Il était reposant? Oui, agréable. À Abidjan, En bordure d'un lac, quelque part, à 15 minutes d'Abidjan. Très bien. Il était mouvementé pour moi. Mouvementé pour vous? Oui. Comment? J'ai présenté un événement qui était haut en émotion et mouvementé, quoi. Mouvementé, ok. Rayana, si? Je suis de la team Edith, hein, repos, relax, tout ce qui va avec, chill. Ah, ok. Et Serge? Oh, tout va bien. Tout va bien. J'adore ton t-shirt. Reposant? Oui. Oui. Très beau d'ailleurs. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Oui. En fait, il y a comment on le lit. On a choisi de le lire en bouilli si Djanza. C'est ça? En bouilli. Ou sinon? En gébouilli si Djanza. Ou sinon? Ou bien? En Bongi, c'est Djanzin pour avoir l'accent. Et c'est fait par des jeunes Ivoiriens. Donc, Ouais, non, mais non, là, force c'est pas l'accent. Ça, c'est pas l'accent. C'est pas l'accent. Quoi? L'accent nous Comment vous redites-le? En Bongi, c'est Djanzin. En Boyi, c'est Djanza. Ben voilà, donc c'est bon, on est en Boyi. Oui. On est en Boyi ici et c'est Djanza. Merci d'être fidèles tous les soirs à ce rendez-vous-là. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir de vous des messages de sympathie, des messages de fidélité, des conseils pour nous aider à améliorer le rendez-vous. Ça nous touche. Merci beaucoup. Bon, cela dit, on démarre tout de suite avec le point de l'actualité. Chez nous, c'est dans le Live Actu. Live Actu que nous démarrons ce soir par la politique, la présidentielle et la candidature du président Ouattara. Dossier de candidature déposé ce jour même au siège de la commission électorale indépendante. Absolument. Donc la candidature qui a été déposée ce jour, ce lundi 24 août. Il était accompagné de la plupart des membres de son gouvernement au siège de la CEI. Rien que ça. Oui, absolument. Voilà, c'est une candidature comme une autre. Elle a été déposée. C'est vrai qu'elle a suscité beaucoup de... Allez, on va dire qu'elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais c'est une candidature déposée à la CEI. Ce sont les faits. Ouais. Et voilà. Vous rappelez que déjà, le week-end, il avait été donc investi candidat du RHDP. Donc, suite logique des choses, lundi, déposer sa candidature. Et il garde le cap hein, avec son parti, le RHDP. Il a bien mentionné qu'il n'a pas manqué de tirer aussi à boulet rouge sur les membres les adversaires politiques, les membres de l'opposition. Donc, c'était la suite logique des choses. Certains ont dit qu'ils ont vu Alassane Ouattara plus conquérant. Oui, absolument. Plus déterminé. Ouais. Ça s'est senti dans son discours. Il n'a pas manqué d'avoir, en tout cas, des mots assez fermes pour tous ses adversaires. Et diversement surtout, interprétés. Hein. Forcément, on ne peut pas faire l'unanimité, surtout lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle. En démocratie, notamment. On va dire, entre griffes, en pré-campagne, voilà, c'est des discours qui se durcissent, c'est des discours qui... c'est des statuts visés, comme on dit, mais voilà, c'est de bonne guerre, ça fait partie du jeu. Il s'adresse à ses partisans. Mobilisation à Abidjan, mais aussi à Paris. Absolument, oui, à Paris. Ok.
Bon, en tout cas, c'est dans ce contexte-là, je dirais spécial, malheureusement, qu'on assiste à des mouvements de violence dans certaines villes, notamment à Divo, à Beaunois. Oui, à Divo, à Beaunois, ce week-end a été très mouvementé. On prend déjà la ville de Divo, qui a été secouée par des violences graves entre les partisans de l'opposition et ceux du parti au pouvoir. On a dénombré ce dimanche soir beaucoup de dégâts matériels, des magasins, des boutiques, des commerces et des voitures qui ont été brûlées. On voit les images, oui. Exactement. On a dénombré également environ 2 morts au cours de ces manifestations. Le bilan définitif n'a pas encore été annoncé. À Beaunois, la journée a été également électrique, mais sans incident majeur, après une nuit sous haute sécurité émaillée de plusieurs affrontements qui ont été rapidement circonscrits. Il faut savoir que cela faisait suite à l'appel des femmes de l'opposition à marcher le 21 août contre la candidature à un autre mandat du président Alassane Ouattara. Donc les femmes de Beaunois ont répondu à l'appel en prenant les rues. Donc dans leur manifestation, elles ont été rejointes en grand nombre par des jeunes et des hommes. Et c'est lorsque les marcheurs se sont retrouvés sur le tronçon de la voie internationale séparant le quartier du Labougou et la gare routière que la situation s'est malheureusement dégradée. C'est à ce moment que les pillages et la mise à feu des magasins, boutiques et commerces a débuté. Il faut savoir également qu'un arrêté préfectoral a été institué. Il s'agit d'un coup-feu qui part de 20h à 5h du matin à compter du vendredi 21 août 2020 jusqu'au jeudi 27 août 2020 inclus. Là, on voit, il y a un dispositif impressionnant de sécurité, des blindés et tout ça. Et on n'oublie pas également que cette situation inquiète la communauté de la sous-région, donc notamment la CEDEAO, la commission de la CEDEAO qui s'est exprimée à ce sujet et qui a exhorté tous les acteurs politiques ivoiriens à éviter les violences et à recourir au dialogue et aux voies du droit pour résoudre tous leurs différends. Quand on voit ces images-là, franchement, certains invités de partis politiques ont essayé de nous rassurer quant à ce que les choses se dérouleraient bien, en tout cas que la Côte d'Ivoire est très très solide, mais ça fait vraiment peur de voir ces images-là. Bon, allez, oui, d'accord, ok, c'est clair que c'est pas rassurant, mais ne cédons pas non plus à la panique. Ouais. Je pense que les Ivoiriens, dans leur ensemble, vont se reprendre, je veux dire, vont prendre beaucoup de distance avec la passion et essayer de revenir dans le jeu démocratique sans violence, parce qu'il n'y a pas de violence en principe dans un jeu démocratique. En tout cas, c'est inquiétant. Ça, c'est vraiment le mot. Moi, j'ai pris la route à Abidjan, à Sini. On est passé par justement Beaunois. Et j'ai vu sur la route, on pouvait voir déjà les marques sur le sol, des pneus brûlés, on pouvait voir des chars, on pouvait voir des militaires à tous les coins de rue, quoi. Non, mais il ne faut pas tomber dans la panique, il faut garder espoir. Je veux dire, le plus important, et ça c'est le message que nous devons partager donc, à tous ceux qui nous suivent, je parle de nous, les médias, c'est de demander aux gens de s'exprimer dans les urnes. C'est ça le plus important, parce qu'on peut manifester aujourd'hui, mais tout ce qu'on brûle, ce sont des choses, ce sont des magasins, c'est des institutions, des lieux publics qui nous servent au quotidien. Ça ne changera pas la situation. Ce qui peut changer la situation, c'est d'aller aux urnes. Donc il faut aller voter. C'est ça l'exercice démocratique. En même temps, ces magasins qu'on brûle, ce sont les magasins de nos amis, de nos frères, de particuliers. Des gens peut-être qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la politique. Et pourtant, après, on sera obligé de recommencer. Et on recommence en pleurant, en disant oui, on a des problèmes, on n'a pas d'argent et tout. Il faut penser à demain, il faut arrêter d'être dans l'émotion. Bus, je ne sais pas quel est le lien entre les bus, brûler des bus et manifester. Et le lendemain, on se retrouve à ne pas avoir de bus pour nous transporter. Les élections, c'est chaque 5 ans. Je veux dire, il n'y a pas d'élection indéterminée, c'est chaque 5 ans. Donc on allait voter aujourd'hui, allez, notre candidat il a perdu, c'est pas grave, on attend 5 ans et on travaille, on fait en sorte que les 5 années prochaines, ce soit lui. Donc allons-y voter, arrêtons de casser, ça ne sert à rien. L'histoire nous l'a prouvé, ça ne sert à rien de casser, de brûler, de détruire et surtout de tuer. Tout à fait. On déplore effectivement des pertes en vie humaine et ça c'est très triste. C'est très très triste. Bon, alors je vais me tourner vers Rihanna Assi. Rihanna Assi, et avec vous, on va s'intéresser à notre feuilleton préféré ici.
sommes-nous en train de nous rapprocher du dénouement concernant ce feuilleton, la cassade de la FIF? Bien malin celui qui pourrait le dire, encore moins vous peut-être. J'avais demandé, Brice, est-ce qu'on ait un générique? Parce que ça commence mérite à un se- générique. Je vous rassure, tout de même. je vous promets que si dans les prochains jours, il y a d'autres rebondissements, je vous promets un générique. Super. Alors, on se rappelle que la FIFA avait adressé donc, des courriers à la FIFA suite à sa décision de suspendre le processus électoral. Eh bien, en réponse à ces correspondances-là, qui avaient été adressées les 12 et 14 août, le 21 août dernier, donc, la FIFA a répondu en adressant son courrier et il en est ressorti les recommandations suivantes. Donc, d'abord, la FIFA estime que le comité d'urgence n'est pas compétent pour suspendre le processus électoral. Donc, ce qui en découle, c'est que le processus électoral est toujours en place et est appelé et doit reprendre sans délai. Alors, la FIFA demande à la commission électorale de se réunir le plus tôt possible pour entériner toute décision nécessaire par un vote avec signature du procès-verbal par tous les membres présents justement à cette assemblée-là. Alors, la FIFA encore estime que l'Assemblée générale extraordinaire qui était prévue donc, le 29 août prochain et qui avait pour objectif de recomposer, soi-disant, la commission électorale, eh bien, n'est pas compétente pour élire de nouveaux membres pour la commission électorale. Alors, selon les textes, il est dit que l'élection des membres de la commission doit intervenir lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football, précédant l'Assemblée générale élective du comité exécutif. Donc, la FIFA a dit attendre une réponse justement de la FIF au plus tard le 24 août. Eh bien, c'était bien compté sur la FIF puisque le lendemain même, donc le 22 août, il y a eu un courrier qui a répondu justement à ces recommandations. Donc la FIF affirme que le comité d'urgence a pris acte des recommandations. Il est prévu, donc même pas il est prévu, il a été annulé, donc l'Assemblée générale extraordinaire qui était prévue pour le 29 août est remplacée par une réunion d'information et de concertation des membres de la FIF, donc sur tous les points qui ont été évoqués, tous les points de divergence, des membres actifs, oui. Et donc ce même 29 août en question. Et puis la convocation d'une réunion du comité exécutif de la FIF pour ce mercredi prochain. Traduction, la FIFA dit, on a compris en fait. On a reçu votre courrier, on a compris. Et surtout, demain, il y a la réunion de la commission électorale, à la suite de laquelle je pense que nous aurons l'issue de ce feuilleton. Non, mais là, c'est bon, on a même qu'à espérer. La FIFA a parlé. Ouais, bon. À l'international, notre regard se tourne vers le Mali. Désolé, il n'y aura pas de générique. Là voilà. Notre regard se tourne vers le Mali, où nous attend Sophie Aïda. Sophie Aïda, discussion entre la CEDEAO et la junte. C'est cela. Alors on en parle sur le plateau du Live Talk depuis le mardi 18 août, où le Mali, donc, qui était déjà en pleine crise sociopolitique depuis quelques mois, a vu son président Ibrahim Boubacar Keïta forcé à la démission. Seulement 3 ans avant la fin de son second mandat, et ce par un coup d'État de l'armée malienne dirigée par le colonel Assimi Goïta, qui est considéré aujourd'hui comme le nouvel homme fort du pays, selon certains médias nationaux et internationaux. Alors tout de suite après ces événements, les présidents des États membres de la CEDEAO, à la suite d'un sommet virtuel, avaient condamné fermement le putsch des militaires, et puis elle avait également demandé le rétablissement immédiat au pouvoir du président Ibeka, et avait annoncé des sanctions très sévères au niveau économique envers le Mali. Alors du 22 au 24 août dernier, s'est tenue une nouvelle mission donc, de la CEDEAO, et cette fois-ci à Bamako, donc la capitale malienne, conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Et puis après 72 heures de discussion et dans un souci justement de trouver une solution, on va dire pacifique, la CEDEAO et les putschistes ont donc trouvé un accord pour tourner la page Ibeka, qui pourrait prochainement donc retourner dans sa résidence, et puis s'il a besoin de quitter le pays pour aller se soigner à l'étranger, il pourra le faire aussi. Mais son Premier ministre Boubou Cissé et puis les autres personnalités qui ont été arrêtées, pour l'instant la junte verra en fonction de l'évolution des choses s'ils vont les libérer ou pas. Surtout parce que je pense qu'ils pensent un peu à leur propre sécurité. En ce qui concerne la transition, pour l'instant, rien n'a été décidé. C'est vrai que il y a certains médias qu'ils évoquaient une transition qui durerait 3 ans. 3 ans, mais bon, pour l'instant, rien n'est décidé, rien n'est statué. Avec des pincettes. Donc les militaires continueront donc les échanges entre eux pour définir l'architecture, on va dire, finale de la transition. Mais ils ont quand même néanmoins plaidé pour une levée des sanctions
de la CEDEAO qu'ils ont trouvé donc quand même très très harche ou ferme ou dure. Et donc voilà, la CEDEAO se réunira donc le mercredi 26 août 2020 et attend un rapport de la délégation sur les efforts fournis par la junte et sur sa disponibilité à discuter avec eux. Donc pour l'instant, c'est ce qu'il en est. D'accord. En tout cas, on sait que vous suivez très très près la situation là-bas et que à chaque rebondissement, à chaque nouvelle disposition, vous nous en ferez le compte rendu. C'est Je cela. trouve la CEDEAO quand même très active. Hein, Très actif sur le très dossier du actif. Mali. Et pas que, surtout, d'ailleurs. Et surtout les différents chefs d'État. Je pense que Ibeka lui-même s'est rendu compte qu'il n'avait plus vraiment le choix. Oui. Et je pense que sa fierté aussi a été touchée. Il était longtemps dans le déni de son impopularité vis-à-vis des manifestations de la crise sociale. Et donc finalement, malgré le soutien de ses pairs, il décide de jeter l'éponge et de passer à autre chose. Et puis surtout, lors de justement la rencontre du 22 août avec les membres de la CEDEAO, il a confirmé qu'il s'est retiré de son plein gré et qu'il ne comptait pas reprendre le pouvoir. C'est ça c'est le de son plein gré qui... Oui, bien sûr. Bien sûr ça Il vient a de dit, ça. il a Bien dit sûr. de son plein Il gré. a dit, voilà. Sans menace, bien sûr. Voilà. Il a dit. Et qu'il ne comptait pas Voilà. reprendre le pouvoir. Merci a dit. beaucoup. Merci les gars de la CEDEAO, merci beaucoup d'être passés. Mais je vous rassure, c'est vraiment de mon plein gré et je ne vais pas retourner. C'est comme ça qu'il a dit, je pense. Merci beaucoup Sophie Aïda, merci à vous pour toutes ces analyses. En tout cas, c'est tout pour l'actualité du jour. On continue notre parcours avec à présent le lu, vu et entendu. Et la phrase à retenir nous vient du compte Twitter de Guillaume Kigbafori Soro. Il a publié, et je cite, « Je suis candidat à l'élection présidentielle. Il reviendra au seul peuple souverain de m'élire. Personne n'acceptera d'être exclu. Hier, Alassane Ouattara n'a pas accepté son exclusion. Aujourd'hui, je ne l'accepte pas non plus. Je suis déterminé et vous le savez. » En fait, je ne sais pas s'il se rend compte qu'il n'a pas il remplit pas les conditions en fait pour être candidat, si je me trompe. Hein. Alors ça, c'est peut-être Il a pas déjà à un nous d'en juger. casier judiciaire, non, c'est pas à nous de juger, c'est clair. Je me mets aussi à la place de la CEI. Est-ce qu'il remplit les conditions déjà pour être candidat à l'élection présidentielle? Comment il va faire pour venir déposer son dossier de candidature, sachant qu'il ne peut pas revenir en Côte d'Ivoire, étant donné les poursuites judiciaires à son encontre? Donc quand je lis le tweet, je ne sais pas, je me demande sur quoi il compte. Mais il dit qu'il n'accepte pas le fait D'être exclu. d'être exclu. Qu'est-ce que Plus que ça. exclu. Et il a mis en majuscule en plus. Voilà. Oui, mais pour rejoindre Edith, justement, l'une de ses conditions, c'est justement d'être lui-même électeur, donc de figurer sur la liste électorale. Et on a vu que ça a fait du bruit quand même, puisqu'il avait été retiré de cette liste électorale. Donc effectivement, provisoire, oui. Ben, on attend toujours de voir, mais pour ce qui est des faits actuels, il ne figure pas sur la liste électorale. Donc on se demande comment est-ce qu'il va lutter justement contre cette forme d'exclusion qu'il... Mais il y avait eu entre-temps un premier poste. Oui. Oui, qui a été démenti, qu'il a démenti. En fait, voilà. c'est ça. Ça, c'est le démenti justement du premier poste qui avait fait un peu rumeur, qui disait qu'il s'était retiré justement de la course à la présidentielle. Mais moi, ce que je retiens, surtout le dernier paragraphe, aujourd'hui, C'est une bonne étude de texte. je ne l'accepte pas non plus. Je suis déterminée, vous le savez. On pourrait peut-être penser que malgré le fait qu'il ne puisse pas, en tout cas, être candidat au regard des textes de la CEI, est-ce qu'il ne va pas peser de son poids avec un mot d'ordre peut-être à ses partisans pour un candidat en particulier au moment du premier tour? Moi, mon analyse, si vous voulez l'entendre, elle se tient sur 7 mots. Ok. Et après un point d'interrogation. Donc c'est « je suis candidat », c'est « exclu » et c'est « je suis déterminé ». Avec le 8e, grand point d'interrogation. Ouais. Jusqu'à où? Et moi, j'avais une autre question. Menace-t-il? Engage-t-il un bras de fer? On le saura le 31 août, c'est ça, non? C'est ça la fin Oui, la Le clôture, 31 de oui, clôture. de dépôt des candidatures il y, a à la encore CEI. il y a encore quelques jours. Hein. Tout est possible. Let's see. Ok. Bon, on va rester sur la question. Sur ce, on va tourner. Tant que ça reste des mots. Tant que ça reste des mots. On va dire que la Casa de la FIF nous a appris à attendre de voir les rebondissements qui vont venir, quoi, Ouais. parce que là... Bon, en tout cas, il dit qu'il est déterminé. Non, comme je dis, je répète, j'ai confiance aux Ivoiriens en leur maturité démocratique et tant que ça reste des mots, il n'y a pas de problème. C'est aussi ça le jeu démocratique. Le jeu Il ne faut démocratique. juste pas qu'on prenne les machettes après. Ouais. C'est tout.
Sur ce, on va tourner la page du lu, vu et entendu et on poursuit notre parcours avec, présent, notre micro-trottoir. Encore un nouvel épisode, on le disait tout à l'heure, dans la course à la présidence de la FIF. La FIFA a annulé, on le disait par courrier, la prochaine assemblée générale de la FIFA, a annulé la prochaine assemblée générale de la FIF. Elle a également réinstallé la commission électorale qui avait été suspendue. Que pensez-vous de cette décision? Noukana Paleka et Henri Diagnamé ont recueilli les avis des Ivoiriens sur cette question. C'est dans le micro-trottoir. Je pense que la décision de la FIFA de réinstaller la commission électorale de la FIFA est une bonne décision. Je pense qu'il faut laisser la commission faire son travail. C'est eux-mêmes qui ont au début installé la commission. Si ça ne les arrange pas aujourd'hui, on ne peut pas les regarder au fait. Si la commission a validé les 3 candidatures, il faut accepter comme ça et puis il faut aller aux élections. La décision de la FIFA de réinstaller la commission électorale indépendante de la FIFA, elle est à saluer parce qu'elle vient pour mettre terme à engrive une certaine marmaille que nous voyons. Voilà. On pense qu'il y a un acharnement sur un certain candidat et je pense que cette décision, elle est vraiment à saluer. Oui, je pense que la décision de la FIFA est quand même salutaire parce que ça fait un bout que notre commission électorale, dans le domaine du sport, en particulier le football, a des soucis sur les candidats. Je pense que la FIFA a des juristes plus aguerris. C'est difficile une instance suprême de venir comme ça revoir nos tests. Une fédération locale africaine. Mais nous, quand nous avons des soucis dans nos fédérations, nous adressons toujours la FIFA. Donc c'est elle seule qui a le dernier mot. Dans toutes les, vous avez vu, il y a des soucis en Afrique, on appelle la CEDEAO, on appelle l'ONU. Moi, je pense qu'on est dans ce même schéma, dans le même carnival. Le fait de réinstaller la commission électorale de la FIFA, une décision prise par la FIFA, je crois que c'est une très mauvaise décision que la FIFA a prise. Parce que, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas d'ailleurs un des candidats de la FIFA, c'est-à-dire au niveau national, qui a influé sur ces hauts cadres de la FIFA. C'est quelqu'un qui a des bras longs, qui a dû influencer la FIFA. Voilà, afin que la FIFA, qui est une commission, disons, internationale, puisse venir intervenir de façon nationale. Pour moi, ce n'est pas normal. Les Ivoiriens que nous sommes, on doit faire confiance à notre fédération ivoirienne, au lieu de faire confiance à une fédération internationale qui est la FIFA. La décision de la FIFA, je trouve que c'est légitime. Cette décision n'est pas prise pour plaire à un candidat. C'est pour réguler, en tout cas, le système sportif. En d'autres termes, on peut dire que la FIFA est en train de mettre au pas la FIFA. Je suis sûr, ça déchaîne des passions, parce que souvent, diverses interprétations, souvent on est dans le... Ouais. On est dans l'insolite souvent. Beaucoup d'émotions aussi, surtout. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a, on le disait aussi dès le début de la saison 1 de la FIFA, de la Casa de la FIFA, qu'on avait l'impression qu'il y avait aussi une forme de politisation aussi de l'élection au sein de la FIFA. On l'a entendu en tout cas dans le commentaire d'un des témoins. C'est quelqu'un qui a les bras longs, qui a dû intervenir auprès de la FIFA. Il faut connaître les instances, comment ça fonctionne. Oui, sur ce sujet-là, il faut dire, moi, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu voir dans ce reportage, c'est que les gens prennent ça avec beaucoup trop d'émotion, alors qu'il faut avoir une lecture beaucoup plus attentive qu'émotive de cette correspondance de la FIFA. Il faut se renseigner surtout. Oui, bien sûr. Et de savoir également que... allez, je pense qu'on va en débattre avec notre invité quand il sera là. Mais ce n'est pas une injonction non plus de la FIFA. Je pense que quand on lit bien cette adresse-là, il y avait beaucoup de conditionnels en fait, dedans. Donc, c'est l'instance suprême du football, c'est elle qui finance la fédération. C'est pourquoi, dans le retour de la FIFA, il n'y a pas de discussion à avoir. On dit, OK, on est d'accord, on va faire tout ce que vous nous avez demandé, mais voilà pourquoi nous avions fait ça, parce qu'en fonction des textes qui nous permettaient, on pensait. Sinon, on sait très bien que c'est l'instance suprême et on rentre dans le cadre de la discipline pour que tout se passe bien. Comme je dis, avec notre invité, nous allons entrer dans la question de fond, mais là, c'est surtout la première chose qu'on remarque, c'est la passion que ça déchaîne autour de la question. Non, mais ça soulève aussi beaucoup de questionnements, parce que quand on regarde, en plus de celui qui a parlé de bras longs, on a celui qui dit que cette décision vient arrêter certaines marmailles qui sont faites, au sein de la FIF, dans les rouages et tout ça. Donc ça veut dire que les gens eux-mêmes se posent des questions sur la crédibilité, quelque part, justement. Puis il y en a qui disent que non, c'est la FIFA, une fédération internationale. On ne peut pas laisser une fédération internationale. En fait, il le voit comme une ingérence d'une organisation extérieure internationale. Ça, c'est autre chose. Il faut se renseigner.
Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk et notre invité s'appelle Joël Amos Badi. Il est directeur d'exploitation des Dan TV et consultant sportif. Il est journaliste, il est l'invité du Talk. Bonsoir Joël. Bonsoir Brice. J'aime bien, ça fait Joël Amos Badi. Non, j'ai pas commis l'erreur comme certains l'ont fait au début de leur carrière de prendre un pseudo. Je suis resté avec mon nom. Ouais, j'ai fait. Je crois C'est qu'on plus l'a- pratique. on l'a tous fait plutôt. On Il a m'en a fait, mais je imposé vous dirai un. pas, ouais. Ah ouais. On m'en a imposé un. Ah, on lui a imposé. Il Au avait début commencé de par ma s'appeler carrière. le chevalier bleu. Et c'est drôle qu'ils le disent d'ailleurs, l'invité. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va parler de ce fameux feuilleton, la cassade de la FIFA. Bravo, c'est pensé. C'est Bah oui, cherché, en tout c'est cas, pensé. de quelle organisation électorale pour la présidence de la FIFA après cette décision de la FIFA? La première question, Joël, c'est regard, diagnostic, analyse plus large, plus globale sur le football en Côte d'Ivoire. Le football en Côte d'Ivoire est comme une voiture qui avait, jusqu'à un certain moment, un très bon moteur, les éléphants, qui malheureusement n'avait pas de bon volant, ni de bons freins. L'huile de moteur ne suffisait pas. C'est un peu ça le football en Côte Donc, d'Ivoire. vous avez commencé par les éléphants, donc je m'attendais. Non, mais L'huile de frein ne suffisait pas. Voilà. Le frein ne suffisait pas. Non, pour être très clair, l'huile de frein, on va dire le volant, c'est l'instance fédérale, parce que c'est l'instance fédérale qui conduit. L'huile de frein et l'huile de moteur, ce sont les dirigeants de club, parce que c'est eux qui donnent vie. Si vous n'avez pas de l'huile pour vos freins, si vous n'avez pas de l'huile pour votre moteur, il peut être neuf, votre moteur, un moteur japonais ou coréen ou ce que vous voulez de très bonne qualité, votre voiture, elle ne bouge pas. Elle ne fait rien de bon. Et c'était ça un peu le problème du football en Côte d'Ivoire, c'est qu'on avait un problème de structuration, en vérité. On n'a pas réussi à passer du XXe siècle au XXIe siècle, en fait. On est resté dans des schémas, dans des prismes du XXe siècle, alors que nous sommes passés au XXIe siècle. Ça ne marche pas comme ça, il faut s'adapter. Voilà. Donc ce qui nous sauvait, c'était plutôt le talent, en fait. Oui, c'était même plus que le talent, en vérité. C'était une génération dorée et qui avait une lumière énorme qui brillait autour d'elle. Mais vous savez, le problème de la lumière, c'est que quand elle brille sur un endroit, à côté, c'est sombre. Hein. C'était ça. Donc le reste, c'est sombre. Les éléphants, ça brillait. C'est bon, on a compris, ça sert à rien de chercher à aller au garage, il faut changer de voiture. Exactement. Mais la route est bonne? La route est bonne? La route, oui, elle est tracée par la FIFA, donc en règle générale, elle est plutôt bonne. D'accord. Alors justement, on parle de la FIFA et cette adresse de cette instance-là à la FIFA, ça fait l'actualité. Comment vous analysez Bon, alors, pour prendre l'analogie de Game of FIFA, comme disait Willy Dombo, et vous dites la Casa del FIFA, pour prendre cette analogie, je dirais game is kind of over. On n'est pas loin de la fin, en fait, en vérité, par ce qui s'est passé. Mais moi, je suis pas si optimiste que ça, finalement. Je pense que nous nous dirigeons certainement vers un comité de normalisation qui va être mis en place par la FIFA. Donc ce courrier de la FIFA vient un tout petit peu planter le décor de ce qui Il va vient venir. préparer ce qui va arriver parce que je suis certain, mais je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse, je ne fais pas parole d'évangile, je ne suis pas la Bible, mais je peux me tromper. Donc, mais je suis certain que ça ne va pas rester sans réaction. D'ailleurs, les premières banderilles sont sorties, hein, le courrier de la FIFA, explicatif, comme si on répondait à une demande d'explication, alors que le courrier de la FIFA n'était pas une demande d'explication, c'était des recommandations avec une seule injonction. Mais ce courrier de réponse donne le sentiment qu'on est en train de partir vers une crise parce que convoquer une réunion d'information comme pour maquiller une assemblée générale, c'est une manière de dire, bon, vous avez parlé, c'est beau, mais moi, je vais faire un peu comme je le sens et Est-ce que c'est pas, ça ne va pas le faire. Moi, je l'avais perçu différemment. C'était, bon, on ne peut pas dire qu'on annule parce que ça représenterait un gros désaveu, mais on garde un tout petit peu l'idée d'une réunion qu'on n'annule pas, mais on dit plus qu'on voulait dire. Mais on a le droit de se réunir. Vous savez, c'est clair, on a le droit de se réunir. Si on est une association, on a un groupement de personnes, on se réunit comme on veut, quand on veut, où on veut. Hein. Personne ne peut nous dicter ou nous interdire de nous réunir. Par contre, on n'a plus le droit de faire une AG. Bon, on va se réunir. Ouais. On va prendre un petit pot. Voilà, on va causer, on va se dire comment ça va, prendre des nouvelles. Bon, je schématise un peu ça volontairement pour dédramatiser, mais en vérité, la grande question, c'est qu'est-ce qui va se dire à cette réunion? Oui, justement, voilà. est-ce que ces recommandations qui ont été formulées par la FIFA, qui, qu'on le sait, sont peut-être des décisions carrément, est-ce que c'est une forme de désaveu pour Sidi Diallo? Oui, clairement.
moi, je ne veux pas personnaliser le débat parce que les gens personnalisent beaucoup en disant Sidi Diallo. Moi, je parle de l'instance fédérale. Sidi Diallo est le président de la FIF, mais il y a un comité exécutif. Voilà. Donc, il ne fonctionne pas seul. Même si c'est vrai que, chemin faisant, il y a eu quelques défections dans ce comité exécutif. Mais il faut être solidaire. Hein. Quand on est dans un groupe et qu'il y a un leader, il faut être solidaire du leader. Donc je ne vais pas rester sur Sidi Diallo, mais c'est un désaveu pour le comité exécutif de la FIF, et non pas pour la FIF elle-même. Parce que la FIF, ce sont les 81 votants, les 81 membres qui sont la FIF. Mais le comité exécutif qui dirige la FIF, c'est un désaveu clair. La tentative de réaction dans la réponse de M. Sam Etiassé, qui est le directeur exécutif, cette tentative de réaction, d'explication, est un aveu de faiblesse. Parce que quand on prend des articles qui ne tiennent pas, c'est... Oui, alors il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps, mais c'est normal parce que, contrairement à ce qu'on croit, le football, il ne s'arrête jamais. Voilà, les gens étaient surpris de voir qu'il y a beaucoup qui ont douté d'ailleurs de la véracité du communiqué de la FIFA, parce que ça arrivait un samedi. Enfin, samedi, je dis, mais les gars, le lendemain, il y avait finale de l'UEFA Champions League. Vous voulez qu'ils écrivent ça quand ? Ils vont écrire ça forcément la veille de la finale. Ils aiment le foot aussi, ils le regardent. Donc ça ne s'arrête jamais. Donc il fallait réagir très vite, puisque le délai était court. Hein. Il fallait réagir avant le 24. Le 24, c'est aujourd'hui. Hein. Il fallait bien donner une réponse avant le 24, en fait. On était dans un 24 heures chrono assez fort. Et bon, je ne sais pas qui est Jack Bauer, hein, pour être Alors, Monsieur Badi, à votre avis, pourquoi la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIF suscite-t-elle autant de bruit ? Alors, on m'a dit d'être sans filtre, donc je vais essayer d'être sans filtre. D'abord parce que c'est Didier Drogba. Donc, c'est pas n'importe qui. Bon, je veux dire, de manière naturelle, quelqu'un qui est il est au-delà du terme de star. Il faut être très honnête. Hein. On peut ne pas l'aimer, mais il faut le reconnaître. C'est une icône. Ouais. Et quand une icône rentre en mouvement, quel que soit le secteur dans lequel cette icône rentre en mouvement, les gens ont la mémoire courte. Quand Drogba s'est lancé dans les affaires, qu'il a investi dans une mine, la mine d'Ity ici en Côte d'Ivoire, ça a été un événement. Parce que c'est Didier Drogba. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui investissent dans des affaires, personne n'en parle. Hein. Donc quand il vient dans le football, c'est un événement également. Et donc, évidemment, ça crée de la passion parce que l'individu lui-même, et contrairement à ce qu'on croit, le mot individu n'est pas une injure, l'individu lui-même, c'est quelqu'un qui représente tout un concept en soi. Le concept de la popularité, le concept de la déification quasiment à certains moments, parce qu'il y en a qui le déifient, qui le prennent pour un dieu. Allez-y au Brésil et demandez-leur qui est l'une de leurs stars favorites du football, ils vont vous dire Didier Drogba, vous allez être choqués. Parce que c'est le cas, c'est Didier Drogba. Vous allez en Azerbaïdjan, ils connaissent Didier Drogba. Donc, évidemment, dès qu'il fait un mouvement, tout le monde remarque. C'est normal. Si on doit se baser sur cette réflexion-là, on est peut-être tenté de croire qu'il est justement le problème de cette crise-là. Ou alors on reviendrait sur l'analyse de départ, l'analyse du garagiste, de cette voiture qui serait en panne depuis longtemps. Moi je ne dirais pas qu'il est le problème, je dirais qu'on a fait de lui le problème. Une volonté de participer à des élections, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel et de plus humain qui soit. Je veux dire, n'importe qui peut se lever un matin et estimer qu'il peut diriger une instance fédérale, qu'elle soit du football, du hockey, de tout ce qu'on veut. Mais on en fait un problème à partir du moment où, de manière invisible au départ et visible finalement, on veut empêcher la candidature par des artifices qui sont juridiques, pense-t-on, mais qui sont en même temps problématiques. À partir du moment où on estime que le simple acte de candidature doit être empêché, on crée le problème. Maintenant, on peut trouver tous les agueries qu'on a envie de trouver autour du fait que ces dossiers ne sont pas bons, sont bons, ne sont pas bons, ça on peut en discuter des jours. Hein. Mais il faut laisser l'individu poser son acte de candidature. Et on a remarqué dès l'annonce par Didier Drogba de sa candidature, ça s'est fait le 15 novembre de l'année dernière. Bon, il a fait à l'Hôtel Ivoire déjà, pour dire que c'est Didier Drogba. Les autres le font avec les dirigeants, ils vont les voir chez eux à la maison, ils sont dans la proximité. Lui, il le fait à l'Hôtel Ivoire, dans l'une des salles de l'Hôtel Ivoire. Bon, c'est une icône, ok. Dès cette annonce-là, officielle, il a été l'un des premiers à officiellement dire « je suis candidat hein, », pour être très clair. Il y a comme une machine qui se met en marche pour empêcher la candidature
Et moi, c'est ce qui m'a dérangé le plus, en fait. J'ai toujours dit, parce que je parle beaucoup avec toutes les teams, je dis, écoutez, les gars, certains ont 42 parrainages, d'autres ont 24 parrainages. C'est une démonstration de force, là. On a bandé les muscles, on est bien, là. Bah, qu'on aille le battre. Je veux dire, il se présente et on le bat à plate couture, et devant toute la terre entière, on est fort face à Didier Drogba. Et quel aura que d'avoir battu Didier Drogba à des élections quand on pense à ce qu'il représente. Donc, il faut le laisser se présenter, quand il remplit les conditions, évidemment. Donc vous êtes en train de nous dire que vous pensez qu'il y a vraiment eu des artifices fallacieux. Alors, je ne suis pas un homme de droit. Je suis un passionné du juridique, mais je ne suis pas un homme de droit. Donc, je ne vais pas employer des termes que je sais contestables juridiquement. Donc, je ne vais pas parler de fallacieux. Mais je dis qu'on a fabriqué des arguments pour empêcher une candidature. Entre autres, quand on parle de ces arguments qu'on a fabriqués, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter? Alors, allons-y, soyons très terre à terre. On nous a bassiné les oreilles, pardonnez-moi l'expression, pendant des jours et des jours sur l'impossibilité d'avoir des doubles parrainages. Il n'y a aucun texte de la FIF, dans les statuts de la FIF, ou dans le code électoral, qui interdisent le double parrainage. Donc comment pouvez-vous nous expliquer consciemment, sérieusement, pendant des semaines, qu'on ne peut pas avoir un double parrainage et que si X a parrainé Y, il ne pourra jamais parrainer Didier Drogba? C'est de là qu'est née la crise du parrainage des arbitres, la crise du parrainage de l'Africa, la crise du parrainage de Gagnois, ainsi de suite. Parce qu'on nous a fait croire que le double parrainage n'était pas possible. Bon, on a lu les textes. Et je dis souvent aux gens, attention, il y en a qui sont allés à l'école, hein, donc ils prennent le temps de lire. On a lu les textes. Mais ça n'est écrit nulle part. Et en droit, ce qui n'est pas interdit est permis. C'est ça le drame. Donc ça, c'est un argumentaire qu'on a créé, un argument qu'on a créé pour bloquer déjà l'idée de la candidature. Parce que le but, c'est d'amener la personne à se décourager et dire « Ah ben là, c'est que vraiment, je ne peux pas, le gars, il ne pourra pas, c'est pas la peine. » Je fais même partie de ceux qui, à un moment, se sont dit « Ah, ça va être dur, cette affaire-là, parce que je pense qu'il ne va pas y arriver. Hein. » Mais après, quand tu prends le temps que tu lis, tu dis « Non, mais attends, il peut avoir deux candidats. » Donc il y a un vrai problème autour de la candidature de quoi vous estimez qu'on veut l'empêcher. Et allez-y, Sophie. Je veux savoir, c'est justement, à votre avis, pourquoi en faire tout un problème? Pourquoi en faire un problème de cette candidature de Didier Drogba? Pourquoi le choisir, lui, qui est une icône, comme vous avez dit, qui représente un rêve pour une jeunesse? Pourquoi essayer de l'empêcher, justement, d'atteindre cette J'aurais vraiment voulu répondre à cette question, parce que dans mes rêves, je voulais être psychologue et même psychiatre. Donc je crois que j'aurais fait coucher sur un canapé, un divan, là, les différentes personnes qui veulent s'opposer ou qui s'opposent à cette candidature pour leur poser la question du pourquoi. Moi, j'ai l'intime conviction que lorsqu'on se sait fort, plus fort qu'un adversaire, on l'affronte. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on se sait plus fort qu'un adversaire, on l'affronte parce que cet adversaire doit savoir qu'on est le plus fort. Il continuera à croire qu'il peut nous battre si on ne l'affronte pas. Il faut l'affronter pour le battre et ça va lui rabattre le caquet et puis on n'en parlera plus. Maintenant, ils ont leur raison. Ça, par contre, je ne vais pas me hasarder à dire ce qu'ils pensent. Non, on n'a pas de canapé là ce soir pour vous, mais on vous permet une petite pause, une respiration, et on reviendra tout à l'heure sur le plateau pour aborder les autres points de cet entretien autour de la FIF.
Vous nous suivez sur Live TV, canal 206 du bouquet Canal+, numéro 6 de la TNT. Le rendez-vous, c'est le Live Talk et notre invité s'appelle Joël Amos Badi. Avec lui, les questions de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Je ne parlerai pas du titre de notre feuilleton ici. Parce que, dit-on, il y a des déclinaisons du feuilleton. J'ai été très surpris d'apprendre qu'il y a des Game of Game of Fish. Je dirais deux mots. Générique, hein, surtout. Alors, pour revenir à une question essentielle de ce débat-là, Joël Amos Badi, c'est cette mésentente entre deux personnalités fortes d'un comité. D'un côté, il y a Sam Etiassé, de l'autre côté, il y a René Dibi. Donc, Sam Etiassé, en l'occurrence, est secrétaire exécutif de la commission électorale que dirige René Dibi. D'un côté, on dit, il y a les textes, on va les appliquer, il faut les appliquer. De l'autre, on dit, pour des questions de cohésion sociale, on peut permettre à tous les candidats de se présenter. Et ça crée un blocage. Comment vous analysez ça? Ça m'a fait sourire parce que c'est un épisode ubuesque, en fait. On utilise un droit qu'on a quand on l'a. On n'utilise pas un droit qu'on n'a pas quand on ne l'a pas. Enfin, il n'a pas le droit, le secrétaire général de la commission, de refuser de signer un procès-verbal. Ça n'est écrit nulle part. Il a un avis consultatif, il gère les aspects administratifs de la commission. C'est ce que disent les textes du code électoral. Alors, quelle est la logique qui sous-tend le refus de signer un procès-verbal? C'est un procès-verbal, c'est-à-dire c'est un verbatim, c'est un fait, c'est un document qui va établir des choses dites. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec un procès-verbal. Vous avez besoin de dire ça a été effectivement dit. Si ça n'a pas été dit, vous pouvez refuser d'admettre que ça n'a pas été dit parce que ça n'a pas été. Mais quand ça a été dit, vous ne pouvez pas dire « je ne le signe pas ». Vous êtes témoin de ce qui a été dit. Donc ne pas le signer sous-entend que ça n'a pas été dit. Mais vous n'avez même pas le pouvoir de ne pas signer. C'est pour ça que je trouvais que c'était ubuesque en fait. Selon certaines indiscrétions, il nous a été rapporté qu'il y avait 4 membres qui avaient refusé de signer. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on est en train de violer une des bases du travail de la commission, qui est le secret des délibérations. Parce que finalement, tout le monde sait ce qui s'est fait pendant ces délibérations. Ce qui n'est pas normal à la base. Les délibérations sont secrètes. À qui la faute? Mais à la personne qui s'est levée un mardi, qui a fait une conférence de presse et qui a dit à toute la nation « je ne signerai pas ce document parce que les textes n'ont pas été respectés ». Est-ce que ce n'est pas également dit « je ne signerai pas ce document parce que ce qui a été fait au cours de ce qui a entraîné les textes n'était pas normal ». Et jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas montré ce qui n'était pas normal qui aurait été fait. Est-ce que vous rejoignez justement l'idée de dire qu'il faut privilégier une forme de consensus pour le bien-être de tous au détriment des textes? Non. Okay. Non. Enfin, on écrit des textes, c'est pour les respecter aussi. C'est ça. Voilà, donc la notion de consensus ou de cohésion, moi ça me passe au-dessus, parce que non. Ouais. Les textes sont écrits, il faut les respecter. Maintenant, montrons où est-ce qu'ils ont été violés. Et jusqu'aujourd'hui, et chaque fois que je pose la question, personne n'est capable de me dire où les textes ont été violés. Parce que quand on dit que je refuse parce que les textes ont été violés, prouvons le viol des textes. Voilà. Donnons des faits qui démontrent qu'un texte a été violé. Lequel des textes a été violé pendant la délibération? Si on arrive à démontrer cela, ce sont des faits avérés à ce moment-là et personne ne peut les contester. Mais si on ne le dit pas ou on ne le montre pas, et quand on va prendre après comme argument qu'il y a le secret de la délibération, vous l'avez déjà violé, le secret de la délibération. Vous nous suivez sur Live TV, canal 206 du bouquet Canal+, numéro 6 de la TNT. Le rendez-vous, c'est le Live Talk et notre invité s'appelle Joël Amos Badi. Avec lui, les questions de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Je ne parlerai pas du titre de notre feuilleton ici. Parce que, dit-on, il y a des déclinaisons du feuilleton. J'ai été très surpris d'apprendre qu'il y a des Game of Fish. Je dirais deux mots. Générique, hein, surtout. Alors, pour revenir à une
une question essentielle de ce débat-là, Joël Amos Badi. C'est cette, j'avais envie de dire, cette mésentente entre deux personnalités fortes d'un comité. D'un côté, il y a Sam Etiassé, de l'autre côté, il y a René Dibi. Donc, Sam Etiassé, en l'occurrence, est secrétaire exécutif de la commission électorale que dirige René Dibi. D'un côté, on dit, il y a les textes, on va les appliquer, il faut les appliquer. De l'autre, on dit, pour des questions de cohésion sociale, on peut permettre à tous les candidats de se présenter. Et ça crée un blocage. Comment vous analysez ça? Ça m'a fait sourire parce que c'est un épisode ubuesque, en fait. On utilise un droit qu'on a quand on l'a. On n'utilise pas un droit qu'on n'a pas quand on ne l'a pas. Enfin, il n'a pas le droit, le secrétaire général de la commission, de refuser de signer un procès-verbal. Ça n'est écrit nulle part. Il a un avis consultatif, il gère les aspects administratifs de la commission. C'est ce que disent les textes du code électoral. Alors, quelle est la logique qui sous-tend le refus de signer un procès-verbal? C'est un procès-verbal, c'est-à-dire c'est un verbatim, c'est un fait, c'est un document qui va établir des choses dites. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec un procès-verbal. Vous avez besoin de dire ça a été effectivement dit. Si ça n'a pas été dit, vous pouvez refuser d'admettre que ça n'a pas été dit parce que ça n'a pas été. Mais quand ça a été dit, vous ne pouvez pas dire « je ne le signe pas ». Vous êtes témoin de ce qui a été dit. Donc ne pas le signer sous-entend que ça n'a pas été dit. Mais vous n'avez même pas le pouvoir de ne pas signer. C'est pour ça que je trouvais que c'était ubuesque en fait. Selon certaines indiscrétions, il nous a été rapporté qu'il y avait 4 membres qui avaient refusé de signer. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on est en train de violer une des bases du travail de la commission, qui est le secret des délibérations. Parce que finalement, tout le monde sait ce qui s'est fait pendant ces délibérations. Ce qui n'est pas normal à la base. Les délibérations sont secrètes. À qui la faute? Mais à la personne qui s'est levée un mardi, qui a fait une conférence de presse et qui a dit à toute la nation « je ne signerai pas ce document parce que les textes n'ont pas été respectés ». Est-ce que ce n'est pas également dit « je ne signerai pas ce document parce que ce qui a été fait au cours de ce qui a entraîné les textes n'était pas normal ». Et jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas montré ce qui n'était pas normal qui aurait été fait. Est-ce que vous rejoignez justement l'idée de dire qu'il faut privilégier une forme de consensus pour le bien-être de tous au détriment des textes? Non. Okay. Non. Enfin, on écrit des textes, c'est pour les respecter aussi. C'est ça. Voilà, donc la notion de consensus ou de cohésion, moi ça me passe au-dessus, parce que non. Ouais. Les textes sont écrits, il faut les respecter. Maintenant, montrons où est-ce qu'ils ont été violés. Et jusqu'aujourd'hui, et chaque fois que je pose la question, personne n'est capable de me dire où les textes ont été violés. Parce que quand on dit que je refuse parce que les textes ont été violés, prouvons le viol des textes. Voilà. Donnons des faits qui démontrent qu'un texte a été violé. Lequel des textes a été violé pendant la délibération? Si on arrive à démontrer cela, ce sont des faits avérés à ce moment-là et personne ne peut les contester. Mais si on ne le dit pas ou on ne le montre pas, et quand on va prendre après comme argument qu'il y a le secret de la délibération, bon, vous l'avez déjà violé, le secret de la délibération. Cette conférence de presse, par exemple, n'avait pas lieu d'être. Parce qu'elle a entraîné par la suite maintenant des réactions de tous les autres membres, enfin de 2 autres membres, dont le président, qui se sont sentis donc humiliés ou insultés, ou peu importe. Qui ont même eu besoin de justifier. Qui ont eu besoin de justifier, et donc qui ont aussi violé les secrets de la délibération. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et aujourd'hui, on nous dit, non, les textes ont été violés, c'est pour ça. Mais lesquels des textes qui ont été violés? Et puis de toute façon, même si les textes ont été violés, mettons qu'ils aient été violés, ces textes. Admettons même d'ailleurs, allons-y dans cette logique-là. Qu'est-ce qui permet à la personne concernée, qui doit entériner par une signature ce qui a été dit? Qu'est-ce qui lui permet de dire « je refuse de signer » Quel est le texte qui lui donne cette capacité? Et c'est ce que la FIFA a rappelé en disant que le processus doit se poursuivre.
Parce qu'en effet, il n'y a pas d'autorité nécessaire dans les mains du secrétaire général de la commission pour refuser de signer un procès-verbal. Quand ils auront la séance de travail demain, ben, il signera ce procès-verbal. Mais ça la question, est-ce qu'il y avait le droit, mais est-ce que sa volonté de dire je ne peux pas cautionner ce que je considère comme être pour utiliser l'expression de quelqu'un, une marmaille, je peux me recuser. Quand je parle avec des amis, je peux m'exprimer comme ça, mais en télé, je ne le ferai pas. Donc je ne dirais pas que c'est une marmaille. Je dirais simplement qu'on est allé trop loin dans la volonté d'empêcher une candidature. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et on n'a pas réussi dans les faits et juridiquement à démontrer le fait que le dossier de candidature n'est pas complet. Voilà, on n'a pas réussi à le démontrer. Parce que si c'était démontrable par A plus B, aucun argument ne tiendrait devant la vérité. Aucun argument ne tiendrait devant des faits juridiques. Aucun argument ne tiendrait. Si la signature des parrainages n'était pas valide, rien n'aurait pu permettre que ce dossier soit validé, par exemple. Voilà. Pour moi, c'est ça le problème. Maintenant, derrière, chacun est libre de faire son interprétation. Moi, je dis, je reste accroché. Imaginez qu'il y a peut-être une marmaille. J'insiste sur ouais, bon, vous pouvez, ça dépend de vous. Vous pouvez, je reviens à vous, Sophie Aïda. Alors, au regard de tous les remous constatés autour de cette élection, est-ce qu'il faudrait craindre une crise? Ah, mais premièrement, déjà, on est dedans. On est dans la crise. Je crois que moi, j'en parlais avec les confrères sur notre plateforme depuis 2 mois et demi. Je disais, les gars, on va dans le mur. Pardon, moi, je vois une commission de normalisation, un comité de normalisation de la FIFA arriver. Bon, tout le monde m'a ri au nez. Bon, aujourd'hui, on rit moins. Ouais. Parce qu'on va droit dans le mur. C'est la crise qui est en train de se présenter à nous. Et la déclaration de Idriss Diallo tout à l'heure en conférence, c'était pas vraiment une conférence de presse, mais la déclaration qu'il a faite, disant que lui et Didier Drogba ont affaire à une machine. C'est ce que je disais, on est parti pour la crise parce que ça veut dire maintenant, et c'est la première fois que ça arrive, quand des candidats indexent directement un autre candidat, en demandant par exemple donc à Sori Diabaté, monsieur Sori Diabaté, c'est pas mon ami, on n'a pas fait les 400 coups ensemble, donc je vais le respecter, à M. Sori Diabaté de démissionner de son poste de vice-président de la Fédération et de président de la Ligue, en demandant que les membres de la liste de M. Sori Diabaté, il y en a 10 qui sont encore membres du comité exécutif actuel de la FIF, en demandant que ceux-ci également démissionnent. Bon, et ça vient de la bouche de Idriss Diallo. Bon, là on a peut-être les prémices de cette crise-là, mais selon votre analyse, elle irait jusqu'à où? Jusqu'à la normalisation de la FIFA. Le Cameroun l'a vécu, ça a duré 3 ans à peu près, et c'est très pénible. Oui, c'est très pénible. Vous ne maîtrisez plus rien en vérité. La FIFA décide de tout pour vous. C'est très pénible et c'est très humiliant surtout. Ça prouve notre capacité, notre incapacité à être adulte. Et c'est ce que je trouve humiliant. Et la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Le football ivoirien ne mérite pas ça. Moi, je suis convaincu qu'on a affaire à des adultes et qu'au bout du compte, ils vont certainement décider à se réveiller. Mais comment éviter ça dans un contexte où justement, en dehors même de ces problèmes de texte, les clubs eux-mêmes vivent leur réalité et tout? Je veux dire, ce problème n'a pas à venir se rajouter justement sur le football. Oui, là par exemple, le championnat n'a pas repris, on ne sait pas quand il va reprendre. Il s'est arrêté subitement à cause de la Covid. Les joueurs ne sont plus payés, ou en tout cas, ils ont moitié salaire pour ceux qui l'ont. Donc, vous imaginez la crise qu'ils vivent, que même les dirigeants eux-mêmes vivent. Les clubs sont en panne, pour rester dans l'analogie de la voiture. Les clubs sont terriblement en panne. Ils attendent forcément qu'on décide de quand on reprend ce championnat de Côte d'Ivoire. Mais on va le reprendre comment? Dans ces conditions. Il y a un diffuseur qui est un diffuseur international, avec qui un contrat a été signé, qui avait donc prévu certainement une reprise autour de septembre. Et bon, il n'y a rien. Il y a les droits télé et tout qui tardent à venir. Il y a le report des compétitions continentales. Et c'est là qu'on a un vrai problème. On est en train de jouer avec le feu. On est vraiment en train de jouer avec le feu. Est-ce qu'un problème, aujourd'hui, on n'a pas... Cette question de l'élection de la présidence de la FIF, là, ne cache pas des problèmes plus importants au niveau... Ah oui, on a un problème structurel. Ça, je l'ai dit d'entrée, on a un vrai problème structurel. De notre fédération. On a des textes, par exemple, à la FIF, mais qui sont des sources de problèmes.
Ce sont de vraies sources de problèmes. Quand on est capable d'interpréter un texte de 15 manières, c'est que ton texte n'est pas clair. À partir du moment où on peut l'interpréter, c'est qu'on ouvre la porte à Ou l'émotion. peut-être que les gens l'interprètent. Non, c'est une chose qui est simple. Quand on dit tu ne dois pas voler, quand tu voles, tu es un voleur. Tu es un voleur. Dès que tu voles, tu es un voleur. Tu ne vas pas dire non, en fait, je n'ai pas volé, j'ai emprunté. Il y a le mot emprunt qui existe, il y a le mot vol qui existe. Donc, si on veut que les choses soient claires, il faut écrire des choses claires dans nos textes. Voilà. Sur le cas des parrainages, par exemple, si on n'avait pas voulu de double parrainage, on aurait dû écrire « les doubles parrainages sont interdits ». La FIFA l'a écrit dans ses textes. Pour la FIFA, à l'élection de la FIFA, vous ne pouvez pas avoir double parrainage. Il y a un vrai besoin de reformer les textes au niveau Oui, de la FIFA. oui, donc ça veut dire que structurellement, il faut partir de zéro, hein. C'est reconstruire la maison. Tu as bien fait, je pense, à un moment. Changer la voiture, voilà. Le mot FIF est bien tombé parce qu'il fallait replanter le décor. Là, on aurait tendance à croire qu'on parlerait d'autre chose. Alors qu'on parle de la non. Et moi, je pensais, je parle de la FIFA. Je veux dire, est-ce qu'on penserait même pas que Joël Amos-Badi serait très proche de Didier Drogba parce qu'il n'a Très pas proche. Oui. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je l'ai rencontré, je lui ai parlé une seule fois. Ça remonte à 8 ans. J'étais encore sur une autre radio. On ne va pas appeler ça proche. Hein. Voilà. Et on s'est parlé au téléphone grâce à un ami et frère, Eric Osseri. Et c'était juste pour lui dire je t'admire beaucoup. Parce qu'on venait de gagner des matchs, puisqu'à l'époque je commentais les matchs des éléphants. Donc on venait de gagner des matchs et j'étais plutôt très fier de ce qu'il avait réalisé. Donc c'était pour le lui dire. C'est la dernière fois où on s'est parlé, ça remonte à 8 ans. Donc dire que je suis proche de lui, ou qui ferait peut-être un bon candidat, un bon président de la FIFA. Vous savez, moi, bon, je l'ai dit en antenne, mais je peux le dire à l'antenne, hein, ça ne me dérange pas. Je l'ai dit, moi, je ne parie pas. Je ne suis pas à ceux qui pensent qu'à 100% Didier Drogba gagnera les élections. Non. Je dis, ce sont des élections, il y a des adversaires en face, il faut les affronter. Et puis voilà. Le meilleur gagnera. Ce n'est pas forcément Didier Drogba qui gagnera. Je ne vais pas dire non, c'est forcément Didier. Non, je ne vais pas raisonner comme ça parce qu'en face de lui, il y a des gens qui ont du potentiel, qui ont des ressources. Ce n'est pas que l'argent. Vous n'avez pas dit monsieur Didier Drogba, donc peut-être que vous avez fait les 400 coups, c'est peut-être pourquoi. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. La morale de cette histoire-là, bien qu'elle soit prise sur le football, c'est laisser tout le monde se présenter. Non, on ne peut pas laisser tout le monde se présenter. On décide dans les urnes. Non, on ne peut pas laisser tout le monde se présenter. Mais il faut avoir des textes plus clairs et comme ça, on saura qui peut se présenter et qui ne peut pas se présenter. Voilà. Bon, on fait un petit tour de table rapide, messieurs, mesdames, à propos de ce qui s'est passé avec l'UEFA Champions League. Hier, Paris a perdu. Vous y tenez? Vous voulez vraiment qu'on en parle? J'ai envie de pleurer. Là. Ah bon? Ouais, je crois que ça va faire mal à des gens sur le plateau. Donc je pense que. Mais je peux commencer. Hein. Parce que moi, je suis Marseillais, donc je peux vous dire. Ça va. Donc c'est mal parti. Je peux vous dire déjà que c'était un moment des plus réjouissants. C'était à la limite pas loin de ce qu'on a fait à Bari lorsqu'on a. Non, c'était bien. Bon, je fais un petit exercice de 15 secondes par question. Serge Pachi, en 15 secondes, une question concernant l'avenir des... Concernant l'avenir de Paris. Des Parisiens. Des Parisiens. Je voulais savoir l'avenir du football ivoirien ou l'avenir des Parisiens. Des Parisiens. Non, mais c'est plus par rapport justement à ces gros stars. Là, on a vu des images comment il s'appelle le Brésilien Neymar, très attristé, très affligé. On a un certain Mbappé qui est allé vraiment sur les nuages en ce moment. Pour Paris, est-ce que vous pensez que ça tire la sonnette d'alarme et surtout la fin de la carrière de ces stars-là au niveau de Paris? Il y a très peu de clubs, je crois qu'il y en a un seul ou deux qui ont réussi à gagner une Champions League dès leur première finale. Écoutez, ils rencontraient une équipe qui a gagné tous ses 11 matchs de poule plus d'élimination directe, qui a gagné 6 fois la Champions League. Et c'est la première fois que ça arrive. Voilà, donc il n'y avait pas photo. Il faut vraiment que j'arrête parce qu'il y a Sophie Aïda qui va finir par pleurer sur le plateau. Désolé, vraiment désolé. J'ai un maillot marseillais, je vous le prête. Ils reviendront l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Au moins, ils ont quand même réécrit l'histoire du football français. Merci Joël Amos-Badi d'avoir été avec nous. On va partager votre analyse, vos points de vue, vos commentaires sur ce qui se passe à la FIF. Merci d'avoir vraiment de tout cœur. Je pense que toute l'équipe de Jotam vous dit vraiment merci d'avoir été avec nous. D'avoir été sans filtre aussi. C'est très important. J'ai essayé. C'est seulement qu'on va terminer notre émission. Nos programmes se poursuivent avec votre magazine d'enquête Immersion en compagnie d'André Bois. Merci de rester Live TV et que Dieu vous garde.